Plein vent voyage, des prix si petits que c'en est presque indécent. Avec les librairies Cultura, le Festival d'Angoulême et son fauve, la bande dessinée va frapper très fort. Les symptômes liés au rhume peuvent rendre la journée vraiment difficile. Avec Nurofen Rhume, votre fièvre est soulagée et votre nez se dégage peu à peu. Et la journée peut continuer. Nurofen Rhume, médicament pas avant 15 ans, contient vasoconstricteur et de l'ibuprofène, ne pas associé avec d'autres médicaments qui en contiennent. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. Le monde de demain ne sera meilleur que si la technologie automobile y participe. C'est pour cela qu'en janvier 2014, Toyota double le bonus écologique sur l'Auris hybride, soit jusqu'à 4 000 € d'économie. Toyota. Douleur à la gorge. Inflammation? Découvrez Strefen, la première pastille anti-inflammatoire au fluorbiprophène qui soigne et soulage efficacement les maux de gorge aigus. Médicament pas avant 12 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Relookez-vous avec Look Voyage. En ce moment, jusqu'à 300 € de réduction par personne dans votre agence ou sur lookvoyage.fr. Mieux consommer, trouver un emploi, se distraire, parler famille, prendre soin de soi. L'info, service et sourire compris, c'est Picardie Matin à 9h15. France 3, vous êtes au bon endroit. Vous êtes bien sur France 3 Picardie. Bonjour et merci d'être avec nous pour 12-13 dimanche, nouveau numéro. La semaine qui arrive va être marquée par la publication notamment des chiffres du chômage du mois de décembre 2013 qui donneront la tendance définitive de l'année et les premières réunions sur le pacte de responsabilité lancé par François Hollande pour inciter les entreprises à créer des emplois. L'emploi avec les impôts et la sécurité font partie des priorités affichées des Français et ce sont des sujets sur lesquels nous allons revenir avec mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Nadine Morano, vous êtes ancienne ministre, aujourd'hui déléguée générale de l'UMP. Nous vous entendrons aussi sur l'annonce faite par François Hollande hier de sa rupture avec Valérie Trierweiler, 15 jours après les révélations de la presse People. Valérie Trierweiler qui a quitté il y a 1 heure Paris, direction l'Inde, à l'invitation de l'association Action contre la faim. On y reviendra tout à l'heure. Du côté des intempéries, la décrue est amorcée dans le sud-ouest, même si la vigilance reste de mise. Mais le Nord-Pas-de-Calais a été touché à son tour par un gros coup de vent la nuit dernière qui a entraîné d'importants dégâts, notamment sur le réseau électrique. Et puis en Ukraine, la proposition du pouvoir de nommer des membres de l'opposition dans le gouvernement a été fermement rejetée. La situation s'est même tendue la nuit dernière à Kiev, où des manifestants ont lancé l'assaut contre un bâtiment où sont basés les membres des forces de sécurité qui ont dû quitter les lieux précipitamment. Nadine Morano, les questions européennes, ça vous intéresse aussi, puisque vous serez candidate aux européennes. L'Ukraine a-t-elle une place dans l'Europe? Si oui, à quelles conditions? Vous voyez, ce qui se passe en Ukraine démontre à quel point l'Europe suscite chez les peuples de l'espérance. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Est-ce qu'il faut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne? Il y a des procédures, vous savez, il y a des procédures économiques, mais surtout administratives pour répondre à ces critères, pour pouvoir entrer dans l'Union européenne. Et donc, répondre à ces critères sur ces procédures, c'est long. Beaucoup, c'est très long. Et c'est trop tôt pour l'Ukraine. Et c'est trop tôt. Mais je voudrais vous juste dire en une seule phrase, que François Hollande aura à se prononcer parce que, comme vous le savez, lundi, mardi, on se retrouve à 12h10. Il part en Turquie. Bienvenue, voici l'édition des régions. Bonjour et bienvenue sur France 3 Picardie pour le point info de la mi-journée. Et d'abord, il fait beaucoup parler la réaction de René Dosière à la séparation officielle de François Hollande et Valérie Trierweiler. Le député apparenté PS de l'Aisne estime que cela va représenter
400 000 euros d'économie pour le budget de l'Élysée. Le spécialiste des dépenses publiques explique que 5 collaborateurs étaient affectés à la Première Dame. Ils vont toutefois certainement être réemployés ailleurs. René Dosière dit également qu'il faut en profiter pour supprimer cette notion de Première Dame qui n'a en réalité aucun statut. En politique également, le Conseil national de l'UMP a validé les investitures en vue des municipales pour les grandes villes. Brigitte Fourré à Amiens, Antoine Lefebvre à Laon, Philippe Marigny à Compiègne, Caroline Cailleux à Beauvais, Mickaël Certin à Creil et aussi Xavier Bertrand à Saint-Quentin alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat. Ils étaient plus d'1 millier hier soir à participer au 6e trail des Noctambules à Ys-sur-Noye. Un parcours de 9 ou 18 km, principalement des chemins de traverse, dans la boue et les flaques, le tout de nuit. Ambiance avec Émilie Monchot et Frédéric Elorga. C'est une espèce qui sort à la nuit tombée. Le noctambule du trail d'Ailly-sur-Noye, impatient dans des courbes. Ça change tout. C'est une course différente du jour. Le parcours est différent, l'ambiance est différente, le trail c'est super, c'est l'esprit d'équipe, aucune compétition, c'est génial. Le soleil à peine couché, plus de 1000 lumières s'élancent dans la nuit, dans un parcours semé d'embûches. Alors attention, on marche en descendant et on va tout droit. Bon courage! Sur le bord, spectateurs et bénévoles guident les coureurs dans ce grand trou noir. Ça fait plaisir de voir tout ce monde-là se mobiliser, courir, faire du sport, quoi. C'est quelque chose de génial, en fait. Non, c'est un parcours avec des difficultés, mais pour les gens qui courent régulièrement, il n'y a pas de souci. Là, il y a des marches, il y a de l'eau. C'est un trail en pleine nature, voilà. Une course de 9 ou 18 km pour les plus courageux, bouclée respectivement en 41 minutes et 1h14 pour les premiers. Mais peu importe le classement, tous ne retiennent qu'une chose. Très beau, très glissant, très humide. Beaucoup de glisses, beaucoup de chutes. Bon voilà, ça fait partie du jeu quoi. Gadoueux, mais très bien. Un trail qui séduit de plus en plus, les inscriptions ont été clôturées bien avant la date officielle. Ici, on vient pour l'ambiance. Quand on a un coup de mou, il y en a un autre qui nous tape sur le dos. Allez, vas-y, on continue. Moi, je suis grave moi-même, j'oublie tout en fait. Je suis content d'avoir fini. Je crois que je vais prendre du vin chaud là, il m'attend. Vin chaud en seule récompense, le noctambule peut se retirer jusqu'à l'année prochaine. En volley, belle performance de Beauvais hier soir. Les Isariens ont battu le leader de Ligue A, Paris, 3-7-0. Ils sont 4e du championnat. La piscine du Coliseum à Amiens est très surveillée aujourd'hui. 140 sauveteurs sont présents. Ils participent à la finale interrégionale de sauvetage sportif, course d'obstacles, épreuve du mannequin à sauver le plus rapidement ou encore des relais. Les meilleurs se qualifieront pour le championnat de France qui aura lieu en mars à Tarbes. On écoute un des organisateurs. Il y a différentes épreuves qui simulent le sauvetage professionnel, donc que ce soit la recherche de mannequins direct, la recherche de mannequins avec palme, l'utilisation de matériel comme la bouée tube qui sert à ramener les mannequins pour le sauvetage en mer. Pour tout ce qui est technique d'approche, on va favoriser le crawl, qui est la nage la plus rapide. Après avec le mannequin, c'est soit on remorque le mannequin sur le dos, soit en faisant des ciseaux de brasse sans les palmes ou des battements avec les palmes. Où on peut également faire tout ce qui est technique dite à l'australienne, où on nage en crawl avec un seul bras et on remorque le mannequin sur le dos. Ça, c'est la technique la plus rapide. Et puis, une idée sortie pour finir. Aujourd'hui, la nouvelle salle de spectacle du Compiègnois ouvre ses portes au public. Le Tigre a été inauguré hier. Cet après-midi, place aux groupes locaux pour découvrir cet équipement de Margny-les-Compiègnes qui permet de recevoir de 2100 spectateurs en place assise à 10 000, car la salle peut s'ouvrir sur le tarmac. Ça commence à 13h30 jusqu'à 18h avec un feu d'artifice. Fin de cette édition. À ce soir, 19h. Bonjour à toutes et à tous. Après une accalmie durant cette matinée de dimanche, nous allons avoir le passage de la perturbation suivante qui va concerner très rapidement l'ensemble de la région. Regardons la carte de cet après-midi avec l'arrivée de cette perturbation par l'ouest et le temps qui va se dégrader. Elle va vite circuler et gagner l'intérieur des terres. Avec elle, de la pluie modérée et encore du vent qui soufflera par rafale, 80 à 90 km/h sur les côtes, 60 à 70 km/h dans l'intérieur.
Côté température, il fait encore doux pour la saison. Au meilleur de la journée, il fera 7 à Château-Thierry et Hirson, 8 vers Péronne, Saint-Quentin, Montdidier, 9 à Beauvais et jusqu'à 10 degrés. Ça, c'est pour Abbeville. Petit coup d'œil vers le début de semaine et cette nuit, nous allons avoir de nouveau des orages accompagnés de rafales d'environ 80 km/h. Lundi matin, l'instabilité se maintiendra et ce tout au long de la journée avec toujours des coups de tonnerre possibles associés à un vent soutenu. Et puis mardi, nous passerons en régime de traîne avec un ciel nuageux à très nuageux accompagné de quelques trouées et de petites pluies passagères. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier et nous fêtons les Pôles. Passez un très bel après-midi sur France 3, bien entendu. Oubliez l'ESP, le DNA, le TCT. Oubliez les avancées technologiques, les lignes dynamiques. Oubliez le tumulte extérieur et le silence intérieur. Oubliez même votre destination. Nouvelle Alfa Romeo Giulietta. Et maintenant, prenez le volant. Découvrez les séries spéciales Mito et Giulietta Trofeo. Sur Équipé Sport, sur Équipé Style, jusqu'à 6 000 € d'avantages clients. Ici, lorsque les gens découvrent que leurs vêtements noirs sont devenus ternes, ils sont prêts à tout pour rester en noir. Si seulement ils connaissaient Will It Noir. Sa technologie unique Color Boost ravive les couleurs de vos vêtements noirs et foncés, lavage après lavage. Pour que vos vêtements ternes ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Ne prenez pas de risques, faites confiance à Will It. Et pour vos textiles délicats, la nouvelle formule Will It laine et soie redonne douceur et volume à vos vêtements. Appréciez cette douceur chaque jour. Douleur à la gorge. Inflammation? Découvrez Streffen, la première pastille anti-inflammatoire au fluorbiprophène qui soigne et soulage efficacement les maux de gorge aigus. Médicament pas avant 12 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. L'atout charme de la maison, la véranda. Confort, espace et robustesse. Une véranda rideau, bien sûr. Et en ce moment, la pause chez Véranda Rideau est à 1 € seulement. On fait du sport ensemble. Du sport élec. Free Action, l'électromusculation tactile sans fil de Sport Elec. Musclez-vous. Hélicoptères de combat. Collectionnez les hélicoptères les plus emblématiques de l'histoire militaire. Des reproductions inédites d'une qualité exceptionnelle. Le numéro 1, le Super Puma et son fascicule, 2,99 €. Quand on vit des journées comme ça, on n'a pas le temps d'avoir mal à la tête. Nurofen Flash 400 cible la douleur et soulage rapidement les maux de tête plus intenses ou non soulagés par un comprimé dosé à 200 mg. Médicament à l'ibuprofène, pas avant 30 kg, environ 11-12 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Vous aussi, vous nettoyez et après, vous désinfectez? Alors voici le BioBrain 3000. Vous nettoyez, il désinfecte derrière vous. Soyons sérieux. Maintenant, il y a Saint-Marc avec Javel. Vous nettoyez et vous désinfectez parfaitement toute la maison d'un seul geste. Oups, Saint-Marc avec Javel, ce qu'il dit, il le fait. Et quand le sol doit être 100% propre, les serpillères Saint-Marc antibactériennes nettoient et désinfectent en un clin d'œil. C'est bien pratique pour être tranquille. Serpillière Saint-Marc. Mieux consommer, trouver un emploi, se distraire, parler famille, prendre soin de soi. L'info, service et sourire compris, c'est Picardie Matin à 9h15. France 3, vous êtes au bon endroit. Ce programme sera diffusé en audio description. Qui êtes-vous, jeune homme? Morse. Je viens d'arriver. Quand un nouveau héros débarque sur France 3, Morse. il y a parfois quelques réglages à faire. Morse, à vous de jouer. Et comment je fais pour y aller? Il faut aussi que je vous torche le cul avec. Pauvre Morse, tu n'as jamais été taillé pour survivre à Oxford. Mais dans la police, il ne faut jamais se fier aux apparences. Le jeune Morse fait ses classes, mais il a déjà tout d'un grand. Nouveau héros, nouvelle série inédite, Les Enquêtes de Morse. Ce soir à 20h45, il y a du nouveau sur France 3. « 12-13 dimanche, le magazine politique de France 3. Invité aujourd'hui, Nadine Morano, ancienne ministre et tête de liste UMP pour les européennes. Elle sera interrogée par Francis Letellier, France 3, et Françoise Fressoz, éditorialiste au journal Le Monde.
Merci Nadine Morano d'être avec nous sur le plateau de 12-13 dimanche. L'heure de vérité approche pour l'UMP et pour vous en particulier, puisque vous êtes chargé des élections au parti. Dans 2 mois, jour pour jour, ce sera le premier tour des élections municipales. L'UMP veut en faire un test national, une occasion de remettre en cause la politique du gouvernement. Mais avec le pacte de responsabilité, François Hollande a semé le trouble à droite. L'idée d'exonérer les entreprises des cotisations familiales en échange de création d'emplois est plutôt vue d'un bon œil chez certains de vos amis, par exemple au centre. Un tournant, quoi qu'il en soit, dans la politique du gouvernement, on va en reparler largement tout à l'heure. Mais d'abord, la fin d'un feuilleton lancé il y a 15 jours, après les révélations de la presse People, Closer en l'occurrence, la fin du couple présidentiel François Hollande-Valérie Trierweiler, confirmée hier par François Hollande en personne, après un appel à l'agence France Presse. Pour vous, c'est fini, c'est bon, l'affaire est classée, il fallait clarifier, c'est fait. Bien, je pense qu'il n'avait pas d'autre solution que de clarifier sa situation privée, parce qu'il était nécessaire de clarifier sa situation publique, tout simplement. Et parce que, en matière de protocole, de déplacements internationaux, vous voyez bien qu'il a choisi de clarifier sa situation avant que Valérie Trierweiler ne s'envole pour l'Inde. Et donc, les Français s'interrogeaient. Elle est-elle en Inde, va-t-elle en Inde avec cette image de première dame ou ne l'est-elle plus? Mais c'était urgent, cette clarification ? Écoutez, oui, ça me semblait nécessaire. Vous savez, je crois qu'il n'a pas mesuré à quel point le président de la République n'est pas un homme normal. Ça n'est pas un homme normal. Il porte l'image de la France. Et cette image, il la porte évidemment à l'intérieur de l'Hexagone, mais il la porte aussi sur la scène internationale. Mais c'est une affaire publique ou une affaire privée? Mais c'est une affaire publique. À partir du moment où elle est entrée sur la sphère publique, vous voyez bien que le Presque monde... une affaire politique? Mais c'est une affaire publique parce que la presse internationale s'en est emparée. Et c'est vrai que l'image de la France, à travers cette situation, à travers le comportement du président de la République, dont on voit que les uns après les autres, les mois présidents s'effondrent. Il nous avait parlé d'un comportement exemplaire. Quand vous voyez la légèreté avec laquelle il s'est comporté en allant sur un scooter, sur la voie publique, avec un casque, franchement... Mais sur la méthode, c'est-à-dire le coup de fil à l'AFP, j'ai décidé d'annoncer la rupture avec Valérie Trierweiler. Est-ce que ça vous rend sympathique, Valérie Trierweiler, du coup? Est-ce que vous avez une pensée pour elle? Écoutez, ça, sur la forme, voilà, c'est sa décision en tant qu'homme de se séparer d'une femme. J'avais pas vraiment de réelle sympathie pour Valérie Trierweiler quand j'ai vu le tweet qu'elle avait fait contre Ségolène Royal, qui est la mère des enfants de François Hollande. Je pense que ça avait choqué beaucoup de Français et ça m'avait choqué aussi. Et je pense que, voilà, après, c'est sa situation privée. J'ai pas à faire d'autres commentaires. Cette affaire entache-t-elle le quinquennat et l'image de François Hollande? Est-ce que vous pensez que ça va durer, que ça va être une bombe à retardement? Je pense que sur son image et sur son comportement, parce que rappelez-vous encore de ce grand débat pendant la campagne électorale. Moi président, il nous en a sorti toute une litanie et on voit bien que les uns après les autres, et on reparlera d'économie tout à l'heure, la version de la courbe du chômage, sur sa vie privée où il devait avoir un comportement exemplaire, sans mélange de vie privée, vie publique. Il se retrouve dans le magazine Closer avec des photos volées, certes, mais enfin avec un comportement qui a sans doute favorisé le fait que ces photos aient été volées. Parallèlement, on voit aujourd'hui, par exemple, Carla Bruni-Sarkozy en concert, puisqu'elle a sorti un disque, elle fait une tournée en France, et elle est suivie toujours par Nicolas Sarkozy, qui profite de l'occasion pour des bains de foule. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres, là encore ? Écoutez, pardon, mais Nicolas Sarkozy n'est plus président de la République. Non, mais est-ce qu'il n'est pas déjà candidat dans le sillage de Carla Bruni-Sarkozy ? Non, mais pardon, il est le mari, il est l'époux de Carla Sarkozy. Et donc, que son mari l'accompagne pour bien connaître Carla et d'ailleurs l'apprécier et savoir à quel point elle est ravie d'avoir son mari à ses côtés. Alors évidemment, vous ne pouvez pas empêcher que quand Nicolas se déplace, il a des mouvements de foule, des gens qui viennent le voir et qui sont très heureux de le voir et l'attendent. Vous savez qu'Alain Juppé a rebaptisé Carla Bruni-Sarkozy la chanteuse UMP quand même, c'est pas très gentil. Je pense que je ne peux pas commenter une expression que j'ai jamais entendue dans la bouche d'Alain Juppé. Mais je pense que c'est une artiste qui plaît au-delà des clivages politiques. Voilà. Demain, en tout cas, sont attendus les chiffres du chômage, puisqu'on en parlait, ceux de décembre, les derniers pour 2013. Tout le monde, le gouvernement en tête, a envie d'y croire que les chiffres vont se stabiliser, peut-être à défaut d'inverser la courbe. Michel Sapin a laissé entendre, en tout cas, que les chiffres seraient stables. Donc, à défaut d'inversion, est-ce que vous dites, on prend déjà ça, parce que ça se stabilise, c'est déjà un bon point. Mais j'aimerais tellement y croire.
tellement y croire. Mais vous voyez bien qu'ils sont incapables de tenir cette promesse qui avait été faite par François Hollande, qui était d'inverser la courbe du chômage. Pourtant, ils y mettent le paquet en termes de dépenses publiques. Rappelez-vous, pendant sa conférence de presse, le président a annoncé qu'il allait créer 50 000 emplois aidés de plus à travers les contrats d'avenir. 50 000 emplois aidés de plus, c'est de la dépense publique. Oui, mais c'est des chômeurs payés en moins. Mais c'est des chômeurs payant moins avec votre argent, avec de l'argent public. Donc vous continuez à creuser la dette. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir amener ces demandeurs d'emploi et ces jeunes vers l'entreprise. Alors, reprenons un chiffre. 30 000 demandeurs d'emploi en plus chaque mois, ça c'était en début d'année. Et on passe plutôt à 5 000 en fin d'année. C'est quand même un progrès. Attendez, monsieur Le Tellier. Moi je trouve que, vous savez, déjà on a eu à vivre un bug. Rappelez-vous, on a eu à vivre un bug. Des chiffres, des chiffres qui avaient été annoncés. Là on nous annonce à terme... Enfin, avec une précaution oratoire de M. Sapin, qu'il va y avoir une stabilisation. Mais encore une fois, ils y mettent beaucoup d'argent public pour arriver à cette stabilisation. C'est déjà pas mal quand même pour ceux qui... parce que ça ne peut pas être un remède de fond. Si vous ne faites pas de réforme structurelle, eh bien vous serez toujours obligé d'enclencher la machine. Donc vous ne voulez pas reconnaître que le gouvernement fait malgré tout tous les efforts possibles et que malgré tout il y a moins de chômeurs? Non, parce que pour pouvoir embaucher, Monsieur Le Tellier, moi qui suis aussi du domaine de l'entreprise, pour pouvoir embaucher, il faut baisser les charges. Alors c'est le discours qu'a tenu François Hollande. Il dit qu'il faut baisser les charges. Mais la réalité de son discours, c'est qu'il a fait perdre 2 ans à la France, 18 mois à la France. Pourquoi? Parce que nous avions fait voter et adopter la TVA sociale. Comme vous le saviez, la TVA, l'augmentation de la TVA, on passait de 19,6 à 21,2, permettait de transférer le coût justement du travail et les fameuses cotisations sur la politique familiale vers la TVA. Je vous donne un exemple. Donc vers les consommateurs. Je vous donne un exemple. Donc vers les consommateurs, donc vers les Français. Mais vers les Français, ça permet en même temps, à travers cette hausse de TVA, de taxer les produits importés. C'est ça qui est important. Oui, mais que les Français achètent pour vivre. Mais que les Français achètent pour vivre, certes, mais si vous créez de l'emploi, vous créez de l'emploi avec des gens qui ont les moyens de consommer. Donc c'est comme ça que vous enclenchez la croissance. Et la réalité, un chiffre, sur un salaire de 2 300 €, avec le dispositif de TVA sociale que nous avions mis en place, c'était une économie sur les charges de 158 €. Donc nous l'avions voté, ce dispositif, on l'avait mis en place. François Hollande, dès qu'il est arrivé, il l'a supprimé. Et il avait dit, mais rappelez-vous, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, nous n'augmenterons jamais la TVA. Sauf que, aujourd'hui, François Hollande dit... Maintenant, on va alléger les charges des entreprises, ou les coûts des cotisations sociales des entreprises. Il propose aussi aux entreprises, en échange, j'allais dire, de créer des emplois. Et sur ces questions, l'UMP se divise, parce qu'il y a des gens à l'UMP qui disent finalement, c'est pas mal, Jean-Pierre Raffarin, par exemple. Et Axel Lemaire, député PS des Français d'étrangers, vous interpelle là-dessus, justement. Bonjour Nadine Morano. Nous sommes face à 2 urgences. La création d'emplois pour lutter contre le chômage et la préservation de notre modèle social, un modèle unique en Europe et dans le monde, santé, éducation, retraite. Pour cela, le président de la République a fait une annonce très forte, la création du pacte de responsabilité des entreprises. Compromis avec les employeurs, les chefs d'entreprise, contrepartie sociale, réforme des territoires et fiscalité des ménages. Mais en face à l'UMP, l'opposition, c'est le vide sidéral, le chaos, la cacophonie, on n'y comprend rien. Pourtant, certains semblent prêts à nous soutenir. Alors Nadine Morano, allez-vous dépasser la politique politicienne dont vous êtes parfois l'experte? Allez-vous nous suivre pour rassembler la France et faire gagner notre pays? C'est pas très gentil. Mais bon, je dirais tout simplement que dans l'exposé qui était le mien, juste Non mais avant... répondez quand même à Axel Lemaire. Est-ce que vous êtes prête à dépasser les clivages et à dire il faut effectivement tout le monde se mettre au travail et parler éventuellement d'union nationale pour l'emploi? Mais pourquoi ça n'est pas possible? C'est ça que j'essaye de vous expliquer pour répondre à sa question. C'est que il annonce qu'il va faire des baisses de charges. Très bien. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait au 1er janvier? Il a augmenté la TVA. Et ensuite, après, il vous dit qu'il va faire des baisses de charges. Donc, François Hollande fait tout à l'envers pour les entreprises. Tout à l'envers. Il vous parle de choc de simplification. Il vous met en place ce CICE qui est une vraie usine à gaz. Moi, je voudrais bien qu'on puisse travailler ensemble et qu'on arrive à sortir notre pays du chômage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une course aux enchères? Le président de la République, par exemple, s'engage aussi à faire 50 milliards d'économies d'ici 2017. Enfin, en tout cas, 50 milliards. Et l'UMP propose 130 milliards. Où alors, vous? C'est-à-dire que vous pourriez faire mieux que le gouvernement. Attendez, franchement, nous, on a fait voter un dispositif
qui devait fonctionner. Bon, comme l'avait fait d'ailleurs en Allemagne Gerhard Schröder. Non, mais Ça portait sur vous 13 dites 50 milliards milliards, d'euros. c'est impossible de faire des économies. Mais 130 milliards, vous imaginez? Mais attendez. Parlons de ce qui est en train de se faire maintenant, puisqu'on nous dit pacte de responsabilité. Ça veut dire d'ailleurs que pendant 18 mois, il n'y a pas eu de responsabilité. J'ai entendu François Hollande, j'ai été ministre en charge de la famille. Bon. J'ai entendu François Hollande dire textuellement, nous allons supprimer les cotisations famille qui pèsent sur les entreprises. Très bien, c'était aussi notre idée. C'est pour ça que Jean-Pierre Raffarin dit « Ah ben chiche ». Alors, il dit ça comme ça, 35 milliards d'euros. Mais où trouve-t-il l'argent? Alors, il nous dit, on a 14 milliards d'euros déjà sur le crédit impôt compétitivité des entreprises. Donc, il recycle de l'argent continuellement. Il nous ressort les mêmes bases. Donc vous parlez de il lui manque recyclage, 10 milliards. Donc, tout ça, c'est de l'enfumage, monsieur Le Tellier. C'est ça que je vous dis. En tout cas. Et ça n'est pas possible. Et vous verrez, malheureusement, et je suis triste de vous le dire, la courbe du chômage va continuer à augmenter. Moody's, les agences de notation vont bientôt, je le pense, déclasser encore une fois, dégrader la note de la France, ce qui fait que les taux d'intérêt vont augmenter. Les taux d'intérêt vont augmenter, la signature de la France est fragilisée sur les marchés, et donc c'est tout cela qu'il faut prendre en En considération. tout cas, on voit bien que c'est un grand coup de bluff et de mensonge. Vous disiez que bon, ça discute quand même Il trompe éventuellement beaucoup, François Hollande, dans vous votre savez, camp. hein. Je voudrais qu'on parle du puzzle qu'est la droite en ce moment, avec Françoise Fressos du Monde qui nous rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour Nadine Morano. Nadine Morano, vous avez été députée de Meurthe-et-Moselle, vous avez aussi été ministre sous le gouvernement Fillon, et aujourd'hui vous êtes la tête de liste UMP aux élections européennes pour la région Grand Est. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que votre candidature a fait débat. À l'UMP, certains ont dit elle ne le doit pas son pédigré, mais à Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est vrai? Non. En revanche, Nicolas Sarkozy m'a encouragée et m'a soutenue dans cette démarche parce que il a apprécié sans doute lorsque j'ai représenté la France dans les réunions européennes, dans mes domaines de compétences, et parce qu'il connaissait mon appétence pour les questions internationales et les questions européennes. Mais en même temps, quand vous dites des voix se sont élevées, je dirais une voix s'est élevée, celle de Bernard Accoyer, et j'observe juste... Qui représentait tout un courant de l'UMP. Il y a aussi... non, Françoise Fressos, pardon de vous le dire, mais vous savez, il y a des instances à l'UMP, et donc dans ces instances, il y a ce qu'on appelle la Commission nationale d'investiture. J'ai été investie à l'unanimité, c'est-à-dire que même Bernard Accoyer, qui avait émis des réserves sur ma candidature pour soutenir son candidat, et j'ai pas beaucoup apprécié la méthode qui consiste à vouloir démolir quelqu'un sur sa crédibilité, c'est pas bien, on ne gagne jamais à tirer sur sa famille politique. Alors, c'est vrai que ça commence mal pour les élections. J'ai reçu cette investiture à l'unanimité. Même lui n'a pas dit la moindre parole. Alors, donc, vous voyez, de réserve. Dans le tableau, on voit beaucoup d'anciens ministres sans mandat, comme vous. Et beaucoup aussi ont dit c'est du recyclage d'anciens ministres déchus. Est-ce que ça vaut le coup de faire des élections européennes sans avoir été député européen et sans vraiment connaître le fonctionnement du Parlement européen? Mais pourquoi? Vous savez, moi je suis très choquée par ce que j'entends sur ces sujets-là. D'abord, quand vous dites je suis sans mandat, non, puisque je suis présidente du groupe d'opposition au Conseil régional de Lorraine, que je suis conseillère municipale de la ville de Toul pour l'instant, et que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un mandat, notamment celui des élections européennes, serait interdit à des anciens ministres. Est-ce que une victoire, est-ce qu'une défaite, puisque j'ai perdu les élections législatives, doit-elle faire oublier les victoires que j'ai eues avant? Non, mais est-ce que les européennes servent de recyclage? C'est ce que disait Françoise. Pourquoi? Mais si je m'étais présentée aux élections municipales, est-ce que vous m'auriez fait la même remarque? Il y a quand même, si vous voulez... Pourquoi ce scrutin qui est un scrutin passionnant? Parce qu'on sent que les Français sont beaucoup moins implantés que les autres pays au Parlement européen, et on voit qu'en plus c'est une élection extrêmement difficile. Alors c'est là-dessus que je vais vous interroger. Le Front National, aujourd'hui, dans le dernier sondage IFOP, est donné premier parti de France aux élections européennes. Oui. Si jamais ça se produit, quelle leçon vous allez en tirer à l'UMP? Est-ce que Jean-François Copé dira je suis battu, il faut que je parte de l'UMP, de la présidence de l'UMP? Moi, je trouve toujours étonnant de faire des sondages avant même que nous ayons engagé la campagne. Donc, je ne crois pas en ce sondage. Je vous le dis vraiment très sincèrement. Vous ne pensez pas que le FN sera le premier parti? parti? Non, parce que je ne crois pas que les Français qui sont attachés à l'Europe, à l'idéal européen. Peut-être pas dans son fonctionnement actuel, mais nous aimons l'Europe à l'UMP et nous en voulons une autre. C'est notre message. Donc nous allons proposer des modifications, des changements, des axes de campagne. Mais en face, vous avez qui au Front National? Alors des voix qui se font entendre, c'est vrai, celles de Marine Le Pen, de M. Philippot, qui sont des europhobes, qui veulent la destruction de l'Europe. Et je ne pense pas que les Français veuillent la destruction de l'Europe. Dans les sondages, en tout cas, ils disent qu'ils donneraient leur voix au Front National plus tôt. Attendez,
la campagne n'a pas commencé. Françoise. Il y a un gros débat à l'UMP sur une ligne souverainiste, parce que finalement, on voit la concurrence du Front National et on défend la France. Et puis, une ligne beaucoup plus fédéraliste. Qu'est-ce que vous allez, vous, défendre comme Europe dans la campagne? Non, écoutez, ça, il y a des débats entre nous, ce qui est vrai. Nous avons des réunions de travail chaque semaine pour construire notre projet européen. Mais je crois qu'il y a matière à trouver vraiment une voie de synthèse chez nous pour défendre l'Europe, parce que l'Europe est dans notre ADN de l'UMP et nous souhaitons défendre l'Europe. Alors après, nous voulons évidemment proposer un autre fonctionnement qui aujourd'hui apparaît tellement éloigné des citoyens, tellement technocratique. Vous me posiez la question tout à l'heure sur Kiev et la volonté de l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. Et je disais, ça suscite beaucoup d'espérance de venir rejoindre l'Union européenne, sauf que nous sommes déjà 28 et que les procédures à la fois administratives, les critères économiques et politiques sont vraiment importants et que je dis attention, nous sommes déjà 28. Et je dis aussi à François Hollande... Donc on n'élargit plus. Est-ce qu'on revoit les accords de Schengen? Bien sûr. François Hollande qui va en Turquie lundi et mardi. Je demande à François Hollande, au président de la République française, de nous dire quelle est sa position sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Chaque élection, c'est le même débat. Vous ne voulez pas de la Turquie? Oui, mais nous, on n'en veut pas. Et on l'a dit très clairement. Nous voulons un partenariat associé. Alors, il y a les municipales aussi avant. Mais François Hollande n'est pas clair sur ce sujet. Nous ne sommes pas favorables à l'entrée de la Turquie. François Hollande va lundi et mardi en Turquie. Je souhaite à ce que le président français exprime sa position clairement sur le sujet. On va parler des élections municipales qui vont venir bientôt, c'est dans 2 mois. Oui, on ne sent pas vraiment la vague bleue alors que le gouvernement est extrêmement impopulaire et François Hollande aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'UMP? C'est drôle parce que vous me parlez de sondage, mais uniquement quand ça semble vous intéresser, parce que non, le dernier sondage... Là, mais moi, je vais vous parler sondage pour le coup, parce que le dernier sondage qui a été fait, notamment sur les élections municipales, montre que l'UMP est largement devant le Parti socialiste sur ces élections municipales. Nous comptons vraiment inverser cette tendance. Oui, mais il n'y a pas de vague bleue. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il n'y aura pas de vague bleue? Vous y croyez, vous? Moi, j'espère très sincèrement que les Français vont sanctionner la politique de François Hollande à travers les élections municipales. C'est quoi votre critère de réussite? Notre critère de réussite ne passe pas que par les villes de plus de 30 000 habitants, mais par les villes au-delà de 9 000 habitants. C'est les villes moyennes. Les villes moyennes, parce que c'est à ce moment-là que vous déposez des comptes de campagne. Et donc, nous voulons inverser la tendance, puisque le Parti socialiste détient à peu près 54% des villes. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est gagner un maximum de villes. Alors, François, une dernière question. Les Français sont sensibles à ce message. S'ils veulent sanctionner François Hollande, il faut qu'ils votent UMP. Une dernière question qui divise l'UMP aussi. Oui, c'est Pau, la situation à Pau, où François Bayrou a maintenant le soutien de l'UMP et on voit le mouvement complètement déchiré en disant mais on ne veut pas soutenir quelqu'un qui avait appelé à voter François Hollande. Quelle est votre position? C'est clair. Moi, je peux vous dire, je suis en charge des élections. À l'UMP, au cours de notre commission nationale d'investiture, nous avons investi 2 candidats successivement sur la ville de Pau. Malheureusement, ils n'ont pas tenu le choc, ce que je regrette très sincèrement, je vous le dis. Il y a eu un accord local. Donc, Jean-François Copé, pour battre la gauche, a validé cet accord local. En ce qui me concerne, je ne soutiens pas la candidature de M. Bayrou à Pau, que les choses soient claires. Donc on ne comprend rien. Excusez-moi, mais là on ne comprend rien. L'UMP appelle à voter pour lui, vous dites j'appelle pas. Moi, non. Jean-François Copé, en tant que président de l'UMP, a été obligé de regarder cet accord local qui avait été fait par Éric Saubat et donc de dire, puisque vous avez mené un accord local, on en prend acte. Mais jamais la Commission nationale d'investiture n'a apporté son soutien à M. Bayrou. Donc Jean-François Copé a été contraint et forcé. Oui, et Jean-François Copé a été le premier à dire qu'il ne soutiendrait absolument pas la candidature de M. Bayrou. C'est compliqué quand même. À Pau. Non, c'est pas compliqué, c'est la situation locale qui est compliquée, mais notre expression publique nationale, elle est celle-là. Nous ne soutiendrons pas M. Bayrou qui a appelé à faire battre François Hollande. Nicolas Sarkozy, pardon. Excusez-moi. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. À très bientôt. Les municipales, les Français placent en tête de leurs préoccupations les impôts et la sécurité. L'UMP en fait ses thèmes de prédilection d'ailleurs. Les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance montrent une augmentation des cambriolages et des vols en 2013. Manuel Valls s'est engagé à renverser la vapeur. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, c'est devenu votre nouvelle cible. C'est-à-dire que ces résultats sont très mauvais.
Vous savez qu'il y a à peu près un cambriolage par jour. Il y a eu 85 000 victimes de plus en 2013. Donc vous l'avez dit, sur tous les secteurs qu'on peut avoir en matière de sécurité, les indicateurs sont au rouge. Mais ça veut dire quoi? Manuel Valls est aujourd'hui, à vos yeux, le maillon faible qu'il faut attaquer? Il est le maillon faible, mais ce qui va être pire encore, c'est la réforme qui va détricoter tout notre système pénal, la réforme Taubira, que M. Hollande a reportée après les élections municipales. Donc on voit bien que le message laxiste de Mme Taubira, et rappelez-vous la guerre qu'il y a eu l'été dernier entre la place Beauvau et la place Vendôme, c'est-à-dire le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, fait que ça ne peut pas fonctionner. Quand vous avez justice et ministère de l'Intérieur qui ne s'entendent pas, eh bien, c'est les délinquants qui en profitent. Parmi les idées forces de l'UMP, il y a l'idée de renforcer les polices municipales. D'accord, pourquoi pas, mais ça veut dire plus de fonctionnaires. Qui va payer ? Bien, écoutez, je vais prendre des exemples très concrets. Dans les villes qui développent les polices municipales, je vois qu'il y a même des propositions à Toul en ce sens, de multiplier par 3 la police municipale. Vous faites des efforts. Quand il y a un fonctionnaire qui part à la retraite, vous ne le remplacez pas et vous faites... Oui, mais multiplier par 3, c'est-à-dire que vous ne le remplacez pas, il faut en embaucher d'autres. Eh bien, vous en embauchez donc les impôts locaux vont augmenter. Mais non, puisque vous en embauchez d'autres sur des personnels qui partent à la retraite. Donc ça veut dire que vous restez dans d'autres secteurs, vous voulez dire. Vous restez effectif constant. Et puis j'ajoute que la donc police plus de policiers, municipale... moins de personnel dans les crèches, par exemple. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, mais vous savez, dans les collectivités locales gérées par les socialistes, il y a une augmentation exponentielle des personnels qui ont été embauchés, que ce soit dans les conseils régionaux, dans les conseils généraux et dans les municipalités socialistes. On voit bien qu'ils ont embauché à tour de bras. Eh bien, il faut aller sur des secteurs prioritaires. Et la sécurité en est un. J'ajoute qu'il faut compléter ce dispositif avec le système de vidéoprotection. Il y a une enveloppe nationale qui est dédiée à aider les communes sur ce sujet. Qui paye les caméras? C'est des impôts en plus. Mais c'est les impôts en plus. Attendez, la sécurité, c'est une des priorités. Donc, quand vous dites qu'il faut embaucher de la fonction publique ou faire des emplois d'avenir plutôt que d'aider les entreprises à embaucher et le financer avec de l'argent public, voilà comment est-ce qu'on peut orienter des priorités. Une dernière question sur la sécurité. Ces derniers mois, à Marseille, par exemple, ou à Sevran, on a entendu des maires de gauche lancer l'idée de faire intervenir l'armée dans certains quartiers quand c'était difficile. Est-ce que vous seriez favorable à l'intervention de l'armée quand c'est difficile? Non, mais là, c'est vraiment... Non, franchement, je pense qu'à partir du moment où vous développez tous les systèmes complémentaires, vidéoprotection, police municipale, et dans certains secteurs, vous avez des polices municipales qui tournent 24/24, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes. Je crois que c'est important d'être en complémentarité de la police nationale, police municipale et vidéoprotection. L'armée n'a rien à faire dans les quartiers. Non, franchement, il faut vraiment qu'il y ait une situation exceptionnelle pour faire venir l'armée dans les quartiers. Nous n'en sommes pas là, heureusement. Pour terminer, je voudrais revenir sur une image de cette semaine, c'est la rencontre entre François Hollande et le pape François au Vatican, pas plus tard qu'avant-hier. C'est une visite d'État ou une visite avec des arrière-pensées politiques, d'après vous ? J'espère que c'est une visite d'État. Et quand je vois qu'il a fallu un peu le pousser, le président de la République, pour souhaiter un joyeux Noël, alors qu'il avait fait sur Twitter quelques messages pour la communauté musulmane, je pense qu'il était un peu nécessaire qu'il envoie un message aussi de respect aux catholiques de France. Y a-t-il justement un malaise entre François Hollande et les catholiques en France aujourd'hui ? Je ne pourrais pas exprimer cette opinion-là, mais il a quand même déchiré de beaucoup le pays en deux par rapport à la loi qu'il a faite sur le mariage pour tous, qui a été une loi qui vraiment n'est pas bien passée dans le pays, puisqu'elle ne faisait pas consensus. Alors qu'il y aurait pu y avoir des marges il y a un malaise de entre François Hollande et les catholiques. Christine Boutin, par exemple, dit il nous en veut, il veut nous écraser. Je ne serai pas aussi dure sur le sujet, mais je ne sens pas de la part de François Hollande. Vous savez, il nous a fait le mariage pour tous. On voit bien qu'il l'a fait, mais pas pour lui, parce qu'il ne s'est jamais engagé, jamais, même avec la mère de ses enfants. Non, mais je n'ai pas d'autres jugements. On a l'impression quand même, en vous entendant, que l'UMP, la droite, est à la remorque, j'allais dire, des revendications des catholiques. Par exemple, sur l'IVG, la fin de la vie, le mariage pour tous, par exemple. L'UMP a embrayé derrière ces thèmes qui avaient été soutenus, les manifestations notamment, par la hiérarchie catholique. Est-ce que la droite n'est pas à la remorque des revendications des catholiques ? Non, je pense que, vous savez, nous avons des réflexions sur les sujets de société, nous y travaillons beaucoup, nous sommes attachés à la famille, et on voit bien que ce texte qui introduisait l'adoption ne pouvait pas convenir à l'idéal qui est le nôtre. Voilà, parce qu'il n'y avait plus cette parentalité établie à laquelle nous étions attachés. Merci Nadine Morano d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche. J'avais beaucoup de choses à dire ce midi. À retrouver sur notre compte Twitter. Tout de suite, Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée.
Bonjour Nadine Morano, bonjour Francis. Bien évidemment, l'annonce de la séparation de François Hollande et de Valérie Trierweiler provoque beaucoup de réactions et fait la une des journaux, y compris à l'étranger. L'entourage de l'ex-première dame fait savoir ce matin qu'elle va mieux et qu'elle est en bon terme avec le président Éric Thibault. C'est désormais un président de la République célibataire qui habite au palais de l'Élysée. Demain, il partira seul en voyage officiel en Turquie. Cette clarification de François Hollande sur son couple soulage ce matin son camp politique. C'était une décision qui était nécessaire, car le terme qui est souvent utilisé, celui de clarté, est un terme approprié. Il y a un moment donné où il faut qu'il y ait de la clarté, y compris dans l'ordre de l'intime. C'est fait. Valérie Trierweiler a donc quitté la résidence de la Lanterne et a remercié le personnel de l'Élysée hier soir. L'ex-première dame vole actuellement vers l'Inde, mais ce matin, le député UMP Georges Fenech compare cette séparation à une répudiation. Ça s'apparente à une répudiation unilatérale de la première dame de France. Et en cela, c'est très choquant, parce que c'est contraire à la dignité de Madame Trierweiler et à travers elle de toutes les femmes de France. Il aura fallu 2 semaines à François Hollande pour mettre un terme au feuilleton politico-sentimental de l'Élysée, après les révélations de Closer sur sa liaison avec Julie Gaillet. L'impact de cette séparation maintenant annoncée est très faible dans l'opinion, sur un mode négatif en tout cas pour le président de la République. En revanche, cela a probablement parasité les effets de sa conférence de presse puisque les deux sont arrivés à peu près au même moment. L'Élysée vivra désormais au rythme d'un président célibataire, sans première dame pour l'instant. La vigilance orange pour crue est maintenue sur 7 départements du sud-ouest. L'Ariège sort de cette vigilance. Pour autant, la décrue se poursuit aujourd'hui, plus ou moins rapidement selon les secteurs. Marc Dana. À Bizanos, comme dans toutes les communes de la vallée de l'Ouse, l'heure est à la décrue. Après les interventions d'urgence de ces derniers jours, tout est fait pour que la population retrouve une vie normale. On doit d'abord, la première chose, c'est s'occuper des personnes, de toutes les personnes qui ont été inondées. On en a relogé certaines hier. On peut voir que la chaussée aussi a été endommagée. Et puis dégager tous les troncs d'arbres qu'il y a dans l'Ouse au cas où il y ait de nouveau des pluies importantes. Dans les habitations inondées, place au grand nettoyage. Du salon au garage, en passant par la cuisine, partout où elle est passée, l'eau a laissé des traces. On a eu la montée de l'eau jusqu'à la ligne que vous voyez dans la porte là, donc à peu près dans les 50-60 cm. Nous habitons en fait au premier étage, donc de ce fait, on n'a que des pertes matérielles, des affaires qui étaient dans les garages. Une quarantaine de kilomètres plus à l'est, à Caïxon. On va enfin pouvoir remettre les meubles à même le sol. Là aussi, la matinée est laborieuse pour les plus grands. Pour les plus jeunes, en revanche, presque un dimanche comme un autre. Des intempéries également dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette fois-ci, ce sont de violentes rafales de vent qui ont provoqué des dégâts. Au plus fort de l'événement, hier soir, jusqu'à 35 000 foyers ont été privés d'électricité. Laurent Navez et Mohamed Mustafa. La bourrasque a été aussi brève que violente hier soir. En quelques secondes, elle a traversé ce lotissement du centre-ville d'Halluin, causant des dégâts importants sur une dizaine de maisons. Tuiles arrachées, abris de jardins détruits. Ce riverain a vu ses baies vitrées exploser. En l'espace de 5-10 secondes, on a eu vraiment ce bruit, ce grondement énorme, la maison qui tremblait, la terre aussi, on avait l'impression que la terre tremblait, et les vitres qui ont explosé, et puis après ce bruit aussi, sûrement dû au trampoline qui a traversé les 2 toitures et qui s'est retrouvé de l'autre côté de la rue. Des dégâts plus impressionnants encore dans la zone commerciale, juste derrière le lotissement. Une dizaine d'enseignes, dont 3 ont été sérieusement touchées. Il y a une partie du toit qui a l'air de s'être écroulée, donc les pompiers ne nous autorisent pas à rentrer pour l'instant. Donc on est juste content qu'il n'y ait personne dans le magasin. 3 clients du supermarché voisin ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Un bilan miraculeux face à la force des éléments. Juste au-dessus de l'entrée, l'enseigne métallique a été arrachée par le vent et projetée dans la façade d'un commerçant voisin, 20 minutes seulement après la fermeture. En direct d'Herzelles, dans le Nord, nous retrouvons Yann Fossurier. Bonjour Yann. À cette heure, combien de foyers sont encore privés d'électricité ?
Écoutez, ce qu'on sait, c'est que la situation s'améliore, hein. Le dernier chiffre qui nous a été communiqué, c'était à 8h30 ce matin. Il y avait 2500 foyers encore privés d'électricité. Vous l'avez rappelé, hier, au plus fort de ces rafales de vent, il y avait 35 000 foyers. On voit que la situation s'est nettement améliorée pendant la nuit et ce matin. Nous nous trouvons actuellement à Herzl, hein. C'est un village des Flandres situé entre Hazebrouck et Dunkerque. Juste derrière moi, une équipe de RDF vient de rétablir une ligne à moyenne tension qui avait été légèrement endommagés. Donc les dégâts en fait sur le réseau électrique dans la région sont plutôt minimes, hein. Il s'agit essentiellement de branches tombées sur des arbres ou de câbles légèrement détachés. RDF est plutôt optimiste et parle d'un retour à la normale dans le courant de l'après-midi, au mieux vers 15h. Merci beaucoup Yann. L'actualité à l'étranger reste dominée par le bras de fer en Ukraine. En proposant le poste de Premier ministre à l'opposition, le président Yanukovych n'a pas réussi à ramener le calme. Le reportage de Stéphanie Desjard et Marc Savino. Maïdan s'éveille au rythme des discours patriotiques, comme tous les jours. Hier, sur la scène de cette place de l'Indépendance, les leaders de l'opposition ont annoncé aux insurgés qu'ils refusaient les postes de Premier ministre et vice-Premier ministre offerts par le président. Nous ne revenons pas sur nos demandes. Mardi sera un jour important de vote au Parlement. Nous ne croyons pas un seul mot de ce qu'ils disent. Nous ne croyons qu'à notre action et son résultat sera conforté par l'Ukraine, par Maïdan, par chacun d'entre nous. Comme leur leader, les manifestants anti-gouvernementaux restent très réservés. Le peuple restera ici, on n'ira nulle part jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. On n'a plus confiance en lui. Je ne crois pas du tout en Yanukovych. C'est impossible de partir d'ici tant qu'on n'a rien obtenu de concret. À peine le discours terminé, un cortège de manifestants, des jeunes gens surtout, se mettent en route. La rumeur est enflée. Des berkouts, les policiers anti-émeutes sont retranchés dans ce bâtiment. Ils vont les déloger. Je suis venue ici avec mon mari pour chasser les policiers anti-émeutes cachés dans cet immeuble. Après 2 heures d'assaut, les manifestants prennent le bâtiment et fêtent leur victoire sur l'hymne national. Hier, le président Yanukovych a perdu une importante bataille. Il est au pied du mur et Maïdan attend désormais ses nouvelles propositions en espérant que tout cela finira par sa démission. Ce drame dans la Meuse, de peur d'être séparés, 3 jeunes enfants avaient décidé de cacher le décès de leur père. Leur mère, qui a quitté le domicile familial il y a plusieurs jours, est activement recherchée. Grégory Boileau, Emmanuel André. C'est dans cette maison qu'ils sont restés seuls pendant plus de 24 heures, aux côtés de leur père décédé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Dominique Sadek, âgé de 47 ans, meurt d'une crise cardiaque. Les 3 enfants, de peur d'être séparés, vont alors faire comme si de rien n'était. L'aîné de 11 ans va notamment s'occuper de ses 2 petites sœurs et les amener à l'école. C'est là que l'une d'elles finira par révéler à une enseignante le décès de son père. L'aîné, de peur de voir éclater son cocon familial, d'être séparé de ses petites sœurs et quand même dans un état de sidération du haut de ses 11 ans, eh bien, a pris de lui-même la responsabilité de tenter de faire vivre sa petite famille pendant 48 heures en autonomie, quoi. Désormais, la priorité pour les enquêteurs est de retrouver la mère des enfants, une femme de 38 ans qui a quitté le domicile familial en juin dernier. Depuis, elle n'a donné aucune nouvelle. Elle est partie un matin, c'est ce que papa avait signalé lors de son audition dans le cadre d'une enquête de routine. Elle avait quitté le domicile le 25 juin de son propre chef. La gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter de retrouver cette mère de famille et a mis en place un numéro vert. Les 3 enfants, eux, n'ont pas été séparés. Ils ont tous été placés dans la même famille d'accueil. Cette nouvelle performance du Français Renaud Lavillenie, champion olympique de la perche en 2012, le Clermontois a encore amélioré son record de France en franchissant 6,04 m hier soir en salle à Rouen. Il ne pouvait pas mieux démarrer cette année 2014.
On reparle du temps, Fabienne. Et oui, toujours cette vigilance orange pour 7 départements, vigilance crue pour les cours d'eau des Gaves, l'Adour, la Garonne et les cours d'eau du plateau du Lannemezan. Même s'il y a une accalmie en amont, eh bien, il faut surveiller ces crues en aval. Car effectivement, on attend une perturbation aujourd'hui qui va donner encore un petit peu de pluie. Mais c'est au fil des jours que nous allons voir que le temps va rester perturbé. Et on attend entre 10 et 15 mm de précipitations et demain lundi, mais également mardi et mercredi. À ce soir dans le 19-20, merci.